des gens qui téléphonent à la télévision et qui demandent de l'aide, des gens qui sont enfouis dans les bâtisses, ils donnent leur adresse, ils disent venez s'il vous plaît, venez nous aider. Malheureusement, il fait très froid et dans certains endroits, il fait moins de 0 degré. Les sauveteurs ont très peu de temps pour escaper ces gens-là parce qu'ils vont mourir d'hypothermie. Nous sommes en ligne avec Albert Zahra. Albert, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin en direct d'Istanbul où vous vivez. Vous êtes membre de la communauté juive d'Istanbul, membre du Bnei Brit en particulier. Et avec vous, je voudrais d'abord que l'on fasse un point sur ce qui se passe actuellement en Turquie. D'abord qu'on prenne des nouvelles de la communauté juive. Est-ce qu'il y avait, Albert, apparemment, des juifs parmi les sinistrés, parmi les victimes du tremblement de terre dans le sud du pays ? Oui, d'abord, il faut dire qu'il y a très peu de juifs dans cette région. La plupart ont émigré ou vers l'étranger ou vers Istanbul. Mais il y a quand même quelques-uns qui sont restés là-bas, surtout des gens âgés. Et j'ai entendu que la communauté, le président de la communauté juive d'Antioche était parmi les sinistrés et qu'il a été sauvé avec 3 autres personnes, je pense, de sa famille. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et je n'ai pas entendu d'autres sinistrés. Donc c'est une toute petite communauté, hein, si on parle de communauté. Très peu, c'est quelques personnes, c'est même pas par dizaines. C'est quelques personnes. Il doit y en avoir quelques-uns à Mersin. Je sais qu'il y a une très petite communauté, une 10-15 personnes peut-être à Adana. Et Mersin, Adana, Antioche. C'est tout, je pense. Avant, il y avait beaucoup de juifs là-bas, mais avec l'émigration, tous les jeunes surtout, sont venus à Istanbul où ils ont émigré à l'étranger. Alors justement, la communauté juive d'Istanbul, qui est une communauté extrêmement forte, on parle il y a près de, dites-moi, plus de 10 000 juifs à Istanbul au moins ? Oui, mais 10 000 juifs, c'est pas fort. Avant, il y en avait oui. Beaucoup plus. Il y en avait beaucoup plus. Lorsque je suis revenu en Turquie, il y en avait 25 000, 30 000. Il y en a maintenant plus que 10 000. Donc, c'est une communauté qui est très, très active, mais qui est en train de diminuer en nombre. Alors justement, est-ce que cette communauté parvient à se mobiliser pour venir en aide aux sinistrés ? Est-ce qu'il y a eu des élans de mobilisation ? Oui, la Bnei Brit, hier, elle a préparé des vêtements, elle a préparé un paquet d'aide qui a été... hier, ça a été préparé et je pense que ça a été envoyé déjà vers l'est du pays. Quelle est l'atmosphère qui règne aujourd'hui, on va dire en général à Istanbul, dans les cercles que vous fréquentez en général, vos amis, vos proches ? Qu'est-ce que l'on dit à Istanbul face à ce drame ? On a beaucoup de peine, il y a beaucoup de morts. Ici à Istanbul, on ne le sent pas, on n'a pas senti le tremblement de terre, c'est très loin, c'est à peu près à 1000 km d'ici. Mais tout le pays est en train de le sentir. Écoutez, pour vous donner seulement quelques chiffres, il y a plus de 6000 bâtisses qui ont été détruites, 6217 bâtisses détruites, 15 834 blessés, 2921 morts, et ce n'est pas fini encore, le compte n'est pas fini. Et bonne nouvelle, 7840 personnes qui ont été sauvées. Mais c'est un truc massif, c'est 2 tremblements de terre, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est 2 tremblements de terre qu'il y a eu. L'un a induit l'autre. Alors ça... J'ai entendu hier, par exemple, plutôt un ami à une amie à nous qui était à Iskenderun, je crois. Elle était là-bas comme volontaire à Antioche comme volontaire. Il y a eu le tremblement de terre. Ils se sont réveillés, ils sont sortis de la bâtisse et le moment qu'ils sont sortis, la bâtisse s'est écroulée. Et ensuite, ils ont voulu aller dans la voiture pour se réchauffer, mais ils ne pouvaient plus parce que les clés sont restées dans la bâtisse. Par exemple, il y a plein d'histoires comme ça, des gens qui veulent sortir de la région, monter sur un avion et aller chez des familles ou chez des amis hors de la région. Ils ne peuvent pas parce que leurs porte-monnaies sont restés dans les bâtisses. Ils n'ont pas de carte de crédit, pas d'argent, donc ils ne peuvent rien faire. Ah oui, c'est terrible. On a parlé d'un tremblement de terre ce matin, vers 5h30 du matin. Vous en avez entendu parler plus dans le centre de la Turquie. Vous avez eu oui, c'était comparé aux 2 grands tremblements. Celui-là est petit, c'est 5, quelque chose. Alors
on n'en parle pas beaucoup. C'est les deux grands qui sont le sujet de la conversation en ce moment. Alors, Albert, vous me disiez hors antenne que c'est pas la première fois, bien entendu, qu'il y a de ce genre de tremblement de terre et que la Turquie ne parvient pas à lutter, on va dire, contre ce fléau des tremblements de terre. Qu'est-ce qui manque à la Turquie? Est-ce que c'est, par exemple, pour parler du sud du pays qui a été donc touché par ce tremblement de terre, on a vu effectivement des bâtiments, des milliers de bâtiments tomber comme des châteaux de cartes. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il n'y a pas de politique de la part du gouvernement turc de restauration, de renforcement de consolidation des appartements, des immeubles? Oui, c'est très difficile. Regardez. Les chiffres sont massifs. Il y a eu dans les années 50, 60, 70, il y a eu un exode rural absolument massif. Des millions et des millions de gens qui sont venus de la campagne vers les villes. C'était impossible de les loger. Alors ils ont fait des bidonvilles. Les bidonvilles sont devenus ensuite du solide, avec du ciment, de l'électricité, de l'eau courante, etc., etc. Mais ça a été fait sans planification. Beaucoup de ces bâtisses ont été faits pas par des ingénieurs, mais par des ouvriers, comme ça, qui l'ont fait par expérience, comme ça. Alors, on est en train de parler de millions de bâtisses. La Turquie est bonne pour choser. Une fois que le désastre frappe, elle est assez bonne pour essayer de secourir les gens. Là, elle est bonne. Mais empêcher cela, c'est plus facile à dire que de le faire. Il faut des milliards et des milliards de dollars pour faire ça. Ça a commencé avant une quinzaine d'années. Ils ont fait un plan dans lequel les gens dont les bâtisses n'étaient pas solides, pouvaient s'arranger. C'est-à-dire, si vous aviez une bâtisse, disons, de 5 étages, alors le gouvernement vous permettait de mettre maintenant sur le même terrain 7 étages, par exemple. Alors, ce que vous faisiez, c'est que vous alliez chez un constructeur et vous lui disiez, écoutez, fais-moi un appartement de 7 étages, les 2 sont à toi, les 5 sont à moi, sont à nous pour les gens qui vivent là-bas, mais ne nous demande pas de l'argent. Et moyennant que les appartements deviennent plus petits qu'à l'original, cela marchait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un surchose, comment on dit ça, un surpoids. Pas de demande, le contraire. Il y a eu trop d'appartements à vendre. Parce que oui, il y a eu trop de. Il y a 20-30% de plus d'appartements qu'en général. Alors il y a eu une crise. Beaucoup de constructeurs ont fait faillite. Maintenant, ça a recommencé. Mais ces appartements, c'est vraiment difficile parce que les nombres sont absolument. On est en train de parler de millions de bâtisses, de millions. Pas des dizaines de milliers, pas des centaines de milliers, des millions. Alors, ça prend du temps, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et ce que vous me dites, donc ce problème qui est valable dans des villes comme Adana, dans les villes du sud du pays, est-ce que c'est aussi valable à Istanbul? C'est plus que valable à Istanbul parce que la plupart de ces gens qui ont émigré, qui ont fait un exodus vers les villes, sont venus. Une grande partie sont venus à Istanbul. Dans les années 60, Istanbul avait 1,5 million d'habitants. Maintenant, elle en a dans les 20 millions. Et donc, effectivement, il n'y a rien qui a été fait au niveau de la consolidation de ces immeubles. Non, rien, c'est pas vrai. C'est des consolidations, il n'y a pas eu beaucoup. Mais il y a eu beaucoup de bâtisses qui ont été détruites et des nouvelles ont été faites à leur place. Mais c'est peut-être 5 à 10% du total. C'est très peu. Alors, ça fait quand même quelques milliers de bâtisses, les 5 à 10%. Finalement, est-ce que ce genre de drame, on parle beaucoup d'élections en Turquie, on parle des élections, est-ce que ça peut avoir un impact sur le plan politique? Bon, celui-là, on le verra, c'est très nouveau encore. Je pense que ça aura un impact, mais qui en profitera on ne sait pas encore, personne ne le sait encore, mais un impact il y aura, je pense, oui. Ça dépendra comment le sauvetage va se passer. Pour le moment, c'est encore le second jour. Et il y a des problèmes. Parce qu'il n'y a pas assez de volontaires. On est en train de parler de 6000 bâtisses. Donc, il faut en fait, pour chaque bâtisse, il faut une équipe. Alors, il faut 6000 équipes. Il n'y a pas 6000 équipes. Il y a plein de bâtisses encore qui n'ont même pas été touchées.
Et il y a des gens qui téléphonent, j'entends dans les nouvelles, à la télévision, des gens qui téléphonent à la télévision et qui demandent de l'aide, des gens qui sont enfouis dans les bâtisses, ils donnent leur adresse, ils disent venez s'il vous plaît, venez nous aider. Alors c'est très tragique. Et malheureusement, il fait très froid. Et dans certains endroits, il fait moins de 0 degré, dans d'autres, il fait à peine un peu plus que 0 degré. Donc, les sauveteurs ont très peu de temps pour escaper ces gens-là, parce qu'ils vont mourir d'hypothermie. Oui, effectivement, on le comprend bien. Vous nous avez bien expliqué le côté dramatique donc de cette situation. Je vous remercie beaucoup, Albert Zahra, d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions d'Istanbul. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et merci, on vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage, Be'atzlacha, et à bientôt. Merci. Au revoir, merci beaucoup.